Et bonjour à tous et toutes. Hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oh là là. Alors, mon chat, je crois que mon chat déconne un peu. Enfin, mon retour chat. Et hello tout le monde, salut. Alors, j'ai eu des petites coupures. J'espère que ça va aller. Hein. On croise les doigts. La dernière fois, c'était le micro à cause de la mise à jour Windows. Et salut Kofi, salut la team Les Vrais, salut. Bienvenue. Alors, je suis pas la plus sereine actuellement parce que bon, c'est la première édition du nouveau format que je vais proposer sur cette chaîne qui s'appelle Mission Control. Donc chaque semaine, je vais essayer de vous parler d'un sujet du spatial. Ça peut être de l'actualité, ça peut être des missions, ça peut être des lanceurs comme ce soir, on va parler. Où en fait, je vais essayer de, ça dépendra un peu du sujet. Donc j'irai soit des fois euh, ça dépendra vraiment du sujet parce que je pourrais pas trop aller dans la technique des fois parce que le but c'est quand même que ce soit vulgarisé et que des gens qui n'y comprennent rien comprennent. Du coup, le but c'est que voilà, certains sujets, bon là ce soir le sujet du Starship, il est un peu touffu. Donc j'ai dû faire des choix parce que sinon dans 5 heures on y est encore. Donc voilà. Euh, et aussi, je vais vous laisser un peu la parole après que j'aurai fini un peu euh, enfin, j'aurais fini de blablater à propos du Starship. Bon, de toute façon, je vais continuer à parler avec vous, avec le chat, tout ça, hein, ça restera comme d'habitude. Et quoi que j'ai peut-être gardé un petit peu de musique, tiens, ouais, parce que si moi je suis toute seule à parler, voilà. Est-ce que, est-ce qu'il me le... Ah oui, non, j'allais dire. J'ai baissé un peu le son, voilà, comme ça je le mets en... Voilà. Et moi je vais me baisser le son parce que sinon j'entendrai pas ce que je dis. Voilà. Et du coup, voilà. Donc en fait, je vais faire une partie libre antenne à la fin un peu de l'émission entre guillemets. Enfin, j'ai pas envie d'appeler ça vraiment une émission. C'est vraiment, on est chill, on parle d'un sujet et bah si vous avez des questions, je vais essayer au maximum d'y répondre avec les connaissances que j'ai, avec les infos que j'ai. Au pire, on ira chercher ensemble. Au pire, ce sera assez cool. Puis il y a peut-être des gens aussi dans le chat, pour ceux qui sont pas trop dans le spatial, des gens dans le chat qui des fois savent mieux que moi, parce que bon, je suis qu'étudiante en première année de génie mécanique, hein, donc il y a des choses que je ne sais pas, voilà. Donc des fois il y a des choses que je dirais je ne sais pas et j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et le but c'est que voilà que ce soit, enfin on apprend, on est là pour apprendre et voilà, j'espère que bah ça va vous plaire. Donc ce soir, on va parler. Faites-moi d'abé. Déjà, mais déjà. Après, si tu veux, Bob. Après. Salut zombie. Salut tout le monde. Salut Abdou. Donc comme je disais, on est- après le dab. On va commencer ce soir par le Starship de SpaceX, qui est, enfin, on en parle ça fait depuis 2016 hein, qu'on en parle quand même. Et du coup, on va dire qu'en ce moment, on entend quand même pas mal parler. On voit les tests qui se passent en ce moment, plein de choses. Enfin, on voit vraiment que même si la semaine prochaine il y a le vol de DM2 de la Falcon 9 et de la Crew Dragon, on entend quand même énormément parler du Starship avec les tests récents, les tirs statiques, tout ça, et je vais essayer de vous expliquer où est-ce que ça en est, parce que bon, même moi, des fois, je m'y perds, hein, faut le dire. Donc voilà, donc j'essaie d'introduire un peu ce qu'est le Starship de SpaceX, mais qu'est-ce que c'est ce truc, ce gros truc qui débarque comme ça, boum, donc voilà. Donc bon, je vais laisser pour l'instant la première image que j'ai mis parce que je vais juste introduire un peu ce que c'est le Starship pour l'instant. En fait, le Starship c'est quoi concrètement? Bon, déjà c'est pas donc c'est un lanceur, donc c'est un lanceur fusée, un gros lanceur, on pourrait dire même un méga lanceur vu la taille que ça a. Je vous en parlerai après. Enfin, je vous ferai un petit comparatif différentes versions parce que oui, différentes versions.
Et en fait, c'est un service de transport. Enfin, j'aime bien parce que ça fait un peu genre le Uber de l'espace, en fait, le Uber version XXL de l'espace, proposé donc par SpaceX. Donc c'était un service de transport, comment, enfin ils disent interplanétaire. C'est un programme de lanceur et qui peut aller, qui soi-disant pourrait aller jusqu'à Mars, si même. Service de transport spatial. Mais ça, c'était la navette, ça. Mais et du coup, donc oui, donc en fait, ils proposent donc un service. Je vais y arriver. Hein, je suis un peu stressée vu que c'est la première édition. Je suis désolée, je dois me répéter un petit peu. Donc en fait, ils proposent donc voilà un genre de gros Uber pour aller dans l'espace. Donc ils proposent de l'interplanétaire, majoritairement en fait c'est de l'interplanétaire, le Starship est fait pour ça. On va voir après surtout que il a été pensé pour aller sur Mars, principalement, surtout les premières versions. Même la version actuelle, mais surtout on a entendu énormément parler de Mars, du Starship et de Mars dans les premières versions en fait du lanceur. Et il sera également utilisé pour du transport en orbite basse terrestre, c'est-à-dire l'ISS, vers la Lune aussi. Enfin, on ne sait pas, peut-être, mais oui. Et donc voilà. Donc en fait, il sera, assez versatile. On va dire qu'il pourra aller quand même un peu où il veut, si on se dit ça. Et du coup, d'accord, il y a Alexandre qui sort de la douche. Donc, d'accord. Donc voilà, donc c'est un gros lanceur. C'est pas un petit lanceur hein, quand même. Hein, c'est alors est-ce que je vais alors attendez, c'est image Starship, image 12. Ah mince. Voilà. Bon, c'est la première diapo. Hein, j'ai fait ça. Donc en fait le Starship, il a connu plusieurs versions. Donc en fait, il a été annoncé en 2016 à l'International Astronautical Congress, donc le congrès international d'astronautique, qui réunit toutes les grandes agences spatiales, les industriels, privés, internationales, hein, américains, français, tout ça. Et oh, merci Time Lord pour le Twitch Prime. Merci beaucoup. C'est mon premier Twitch Prime. Je crois, il me semble. Et oui, j'ai même pas entendu la. Elle y est pourtant la Nimbox ou pas, la chatbox. Attendez, je check quand même. Je crois que j'ai pas l'alert box. J'arrive. Boîte d'alerte. Bah c'est bizarre, pourtant normalement je l'ai partout. Je vais la mettre. Hop, voilà. Je vais la mettre ici. Ça c'est bizarre ça. Voilà. Bon. Elle est là. Il n'y a pas eu de son. Ouais, mais moi aussi je l'ai pas eu en fait, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Du coup, donc, ça a été annoncé en 2016 à ce fameux congrès en fait qui se déroule, il me semble, tous les ans. Donc tous les ans, je sais plus, je confonds peut-être avec un autre, avec le Bourget, je crois, qui se déroule tous les 2 ans. Et en fait, Elon Musk a annoncé la première version de ce véhicule qui s'appelait, enfin, la première version qui s'appelait l'ITS, ou l'ITS pour Interplanetary Transportation. J'ai mis quoi, moi? Système, non, je me suis gouré, c'est service, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mis système, c'est service. Et du coup, donc, service de transport interplanétaire. Voilà. Moi, je veux bien retester le mois prochain. Désolée, Time Lord, franchement, normalement, je suis désolée, hein. Vraiment, d'habitude, c'est mi-direct, mais là, je sais pas pourquoi il est parti. Ouais, c'est annuel, voilà, c'est ça, l'IAC, c'est bien annuel. Et du coup, en fait, on nous a vendu donc c'était vraiment genre voilà, une annonce, une énorme annonce, parce que SpaceX a annoncé son gros lanceur, son méga truc, quoi. C'était là, ouais, boum, on arrive, on balance notre lanceur interplanétaire, et voilà. Donc, en fait, ils ont annoncé ça vraiment, donc ils... J'ai fait tout ça pour le son. Ah non, je suis désolée. Je sais pas si je peux le ding ding ou pas. Est-ce que je peux le ding ding? Ah.
peu beaucoup gros d'ailleurs au début. Alors, oui, c'est ça. Déjà, il était quand même très très gros. Tu peux le ding ding normalement. Je sais pas si je peux le ding ding. J'arrive. Alerte. Ah, j'arrive. Tester les widgets. Abonnement. Oui, j'ai l'impression que ça s'est fait. Non, je l'ai fait ding ding. Ah, mais il a fait avec moi. Mais pourquoi il a fait avec... Parce que j'ai fait un test en fait. Du coup, can we ding ding. Voilà, ce soir ce sera ding ding. Et du coup, voilà, donc l'ITS, c'est donc Elon Musk a annoncé l'ITS qui était vraiment le méga lanceur. Voilà, genre, quand on voit la taille, donc 122 mètres de haut, 12 mètres de diamètre, on se dit, c'est pas rien. C'est quand même un gros truc. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme de méga lanceur parce que, quand on compare à d'autres lanceurs, ouais, c'est gros. C'est gros. Titre pour certains. C'est pas la taille qui compte après, exactement. Donc en fait, voilà, donc le but de l'ITS, quand j'ai regardé les résumés de l'annonce, c'était quand même le grand projet, c'était d'aller vers Mars. Vraiment, c'était voilà, on annonce un lanceur entièrement réutilisable, avec une idée aussi de ravitaillement orbital. Donc c'est-à-dire que il lance, donc il y a une version habitée, donc avec un équipage, et une version cargo. Donc en fait, la première version habitée partirait en fait en route, et en fait après il y aurait une version cargo avec du carburant entre guillemets pour aller ensuite pour que le deuxième étage en fait de l'ITS puisse aller se ravitailler en orbite. Et du coup, ça fait des économies. Et du coup, en fait, Elon Musk a commencé à annoncer ce projet, en fait, pour vraiment essayer d'instaurer une possibilité de voyage vers Mars, que ce soit, en fait, vraiment beaucoup moins cher que si on envoyait une seule grosse fusée avec énormément de carburant, qui coûterait extrêmement cher. Et donc voilà, donc c'était vraiment le but de cette annonce, vraiment de créer un lanceur qui est capable d'atteindre l'orbite de Mars, et même plus à l'époque, pour pas cher, pour beaucoup moins cher que ce qui pourrait l'être par exemple, et qui soit entièrement réutilisable. Donc en fait, il serait le premier étage, en fait, donc l'ITS c'est comme vous pouvez voir, enfin l'ITS, ensuite la BFR et ensuite le Starship sont composés principalement de 2 étages. Donc le premier étage en fait qui est le lanceur, donc celui qui fera décoller la petite navette qui y a au-dessus, qui est le 2e étage. Et du coup, en fait, ce premier étage fonctionnerait comme les Falcon 9 qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il revient en fait. Et du coup, il pourrait être réutilisable à l'infini, soi-disant. Comme le deuxième étage en fait qui est la partie interplanétaire, on va dire. Du coup, voilà, donc il pourrait redescendre comme une Falcon 9, tranquillou, voilà, redescendre sur Terre et après recharger avec un deuxième étage à chaque fois. Et en fait aussi, ils utiliseraient en fait j'utiliserai parce que là, on se situe en 2016, hein, un nouveau moteur qui s'appelle le Raptor, donc qui utiliserait en fait un mélange méthane liquide et oxygène liquide. Donc qui est assez nouveau en fait à l'époque. C'était c'était complètement nouveau. Et du coup en fait parce que le méthane en fait ce mélange en fait pouvait être fabriqué directement sur place sur Mars. Donc il y avait certains avantages. Apparemment, c'est réutilisable. D'après, je ne sais pas en quelles circonstances c'est réutilisable. Honnêtement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais apparemment c'est réutilisable. D'après SpaceX, d'après les données que j'ai eues chez SpaceX, c'est réutilisable. Starship, quand il va se poser sur la Lune. Ah, vous êtes salés, hein, déjà. Et du coup, voilà. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'avantages à utiliser le méthane, alors que sur la Falcon 9 et sur la Falcon Heavy, ils utilisent du kérosène, du RP1. Donc, c'est du kérosène très pur, mélangé de l'oxygène liquide.
Du coup, donc là, j'en suis où donc désolé, je suis un peu stressée. Donc voilà, donc l'utilisation du méthane, du mélange méthane oxygène liquide, le retour du premier étage comme une Falcon 9 et le but d'envoyer des gens. Voilà, c'était envoyer peut-être première colonie vers Mars pour beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait faire si on utilisait une même grosse fusée bien chargée en carburant. Et le ravitaillement orbital. Donc là, en fait, j'ai fait le comparatif entre donc l'ITS, la BFR et le Starship. Donc là, au niveau de la taille. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis les moteurs. Starship. Alors, je sais pas si. Alors, attendez, j'arrive. Hein. Hop. Voilà. Donc là, c'est les moteurs. Alors, attendez, je crois que je vais me les mettre en retour parce que je vois pas grand chose. Ah oui, voilà. Donc il y a 25 moteurs. Alors pour le Starship, je suis plus très sûre pour le Starship parce que comme SpaceX vient de changer son site web, il y a plus toutes les données que j'avais besoin. Donc voilà. Donc vous me pardonnerez si je fais une faute au niveau du nombre de lanceurs de moteurs sur le Starship actuel. Donc au pire vous me corrigerez hein, dans le chat. Donc voilà. Donc l'ITS était prévu, donc je vous ai mis en fait l'image des moteurs du premier étage parce que voilà, c'était quelque chose. C'était quelque chose quand même. Je l'ai même testé sur Kerbal Space Program. C'était lundi, je crois, il me semble, lundi ou mardi. Voilà, c'est quand même un gros lanceur. Enfin, c'était un gros lanceur qui était annoncé. Voilà, maintenant c'est 31 pour le Starship. Merci les gars. Voilà, donc c'était, oui, comme les gens le disent dans le chat, c'était quand même beaucoup. 42, oui 42 forcément. Donc 42 moteurs Raptor, donc de ces nouveaux Raptors qui un peu changé la donne dans l'histoire des moteurs fusées. Donc voilà, c'était 42 moteurs. Après, je vous montrerai une photo du comparatif entre un moteur Merlin utilisé sur la Falcon 9 et un moteur Raptor, bon, pour situer à peu près la taille et s'imaginer 42 à l'époque, ça fait beaucoup. Ah oui, c'était beaucoup. De toute façon, il annonçait, voilà, un Pombelope. Hein, c'était le méga lanceur. Voilà, c'était quelque chose. Du coup, donc le premier étage, 42 lanceurs, 42 moteurs Raptor, donc à sea level, donc au niveau de la mer, donc utilisé pour le décollage. Et le deuxième étage, donc la partie interplanétaire, entre guillemets, la partie un peu navette, qui reviendrait aussi sur Terre, en fait, qui réatterrirait comme le premier étage. Alors, il me semble, c'est trois moteurs sea level, donc niveau de la mer, et sea vacuum. En fait, il y a certains mots que je traduis pas parce que c'est vraiment des termes. Enfin, c'est plus des moteurs de vide, dans le vide, utilisés dans le vide, donc le vacuum. Donc, pour tout ce qui est transport interplanétaire dans le vide spatial. Donc voilà, donc c'était quand même un gros bébé, un beau bébé et un bon gros bébé quand même. Eh bien, vous êtes 40 ici, bienvenue. Vous êtes quasiment autant que le nombre de moteurs à l'époque sur l'ITS. Mais merci, bienvenue à ceux qui. Wisebot, il fait chose bien déjà. Ah, il est éjecté Opportunibot. Ah, Opibot. Oh là là. Opibot, c'est OpportunityBot, c'est Opportunity qui fait des petites animations sur mon chat depuis mars. Donc voilà, donc pour l'ITS, donc en résumé, donc première version de ce qui est aujourd'hui Starship, le projet Starship, du moins ça s'appelle l'ITS, gros lanceur, vraiment un peu à l'américaine, hein, tout waouh, le méga lanceur. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, ils vont s'apercevoir que faire un lanceur aussi gros, au final, ça va pas être trop possible. Donc là, on va passer je vais remettre au niveau de la taille. Hop, voilà. On va passer au BFR. Après, je vous parlerai de la capacité en LEO, tout ça, parce que j'ai un diapo pour la LEO.
l'orbite basse terrestre, pour la capacité en orbite basse terrestre, je vous parlerai de tout ça après. Du coup, voilà, donc en fait, ils ont dû revoir un peu tout ça à la baisse, parce que ils se sont rendus compte que l'ITS était beaucoup trop gros pour les pas de tir. C'est quoi ce chat des enfers? Envoie de Carmen d'internet qui ne te lâche pas ce soir. Oui, merci le café, merci Dounia, merci. Café des sciences. Donc voilà, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop gros pour s'ils devaient utiliser un pas de tir, par exemple le 39A, le fameux 39A, je vais y arriver. Le pas de tir 39A, qui est le pas de tir historique qui est actuellement utilisé par SpaceX, qui a vu décoller la Saturne V et les navettes spatiales. Pourquoi ça défile aussi vite? Je sais pas trop. Et du coup, je vais y arriver. Hein. Désolée, c'est. Je sais plus. Oui. Et oui, voilà. Et du coup, ils se sont dit, il faut réduire quoi la taille du lanceur. Donc en fait, ils ont même changé le nom. Donc c'était en 2017. Donc pareil à l'IAC de 2017. Donc une version plus concrète de ce lanceur, en fait, de ce lanceur interplanétaire. Donc en fait, ils ont carrément changé de nom, ils l'ont appelé la Big Falcon Rocket, donc la grosse fusée Falcon, qui est vraiment la version plus de la Falcon 9, en fait, de l'époque. Et aussi communément appelée par certains la Big Fucking Rocket. Donc voilà, c'était très rigolo à l'époque. Donc voilà, donc là on est passé de 122 mètres de haut à 106 mètres de haut. Et on est passé de 12 mètres de diamètre à 9 mètres de diamètre. Donc ça reste quand même assez gros, mais ça reste plus raisonnable déjà. Donc en fait on garde quand même toujours cette même volonté de faire de l'interplanétaire. Toujours faire les mêmes buts en fait, même but de mission que la première version. Donc il y a eu quelques changements. Donc il y a eu l'arrivée des zélettes entre guillemets, en fait, qui font office de entre guillemets de guidage pour l'atterrissage en fait du deuxième étage. Donc voilà, là on va dire que c'est quoi les dimensions d'Ariane 5? Alors je les ai pas là tout de suite. Au pire, je sais pas si quelqu'un les a dans le chat ou pas. Mais là, je peux pas te dire, Bertouille, désolé. Enfin, je les ai pas sous les yeux. Et je vais y arriver à. Et du coup, voilà. Donc en fait, ces petites ailettes, en fait, qui ont été rajoutées et que on verra aussi sur la version finale qu'on connaît aujourd'hui, en fait, serviront à diriger un peu comme les grid fins qui se trouvent sur les premiers étages, en fait, et qui sont utilisés sur les Falcon 9. Tu les as sur ton bras. Oui, mais sur mon bras, c'est pas très accurate, voilà. Et du coup, voilà, donc plus petite. Et donc il y a toujours ce même but. Donc là, je reprends, c'est Making Life Multiplanetary. Donc là, en fait, avec la BFR, le projet de colonie martienne prend vraiment... s'accentue énormément. Alors j'essaie de vous montrer en live, je vais me mettre sur le... Là c'est le Moonbase, donc là je suis sur la version de 2000... Ok, ouais, c'est bien cette version-là. Juste vous montrer, en fait, je crois que c'est vraiment à cette époque-là où on nous avait sorti les images de colonies martiennes. Comme ça, je vous montre, parce que c'est très rigolo. Merci Terranien pour le sub. Merci. Et Libre Orbit, tu peux dire merci à Terranien qui t'offre gentiment ce sub. Merci beaucoup Terranien, franchement, you're the best. Alors attendez, je vous montre. Hop, désolé, les transitions ne sont pas ouf. Ah non, c'est pas bon. Est-ce que... Ouais, voilà. Donc voilà, donc à l'époque du BFR, pas de son de sub. What the fuck?
Bah, c'est bizarre. Retard d'alerte. C'est bizarre ça, pourquoi il me met pas le son? Oh, c'est chiant. C'est peut-être à cause de... J'ai mis le son à fond, donc vous me direz. Donc bon. Donc voilà. Donc là, donc c'est la colonie de martienne qui a été annoncée avec l'annonce du BFR. Donc voilà, c'était voilà les grandes annonces. Donc le BFR était, enfin, à l'époque, enfin en 2017, voilà, commençait aider à faire une colonie martienne par SpaceX. Et donc il y a plusieurs étapes. Là, je suis passée avec vraiment la dernière. Voilà, là c'est la dernière étape. Donc avec des landing pads et tout, hein, vraiment, et c'était sacrément déter. Hein. Donc voilà ce que ça pouvait donner. Donc là, je suis sur enfin ça c'est le diapo de l'IAC 2017. Donc il n'y avait pas de grands changements sur cette version-là, à part que la taille a été réduite et l'ajout des LED, mais en fait, ils étaient vraiment déter à faire quelque chose pour aller sur Mars, quoi. Du coup, hop, je vous remets. Je vais vous mettre au niveau des moteurs. Voilà, les moteurs. Alors, les moteurs, le nombre de moteurs a également été revu à la baisse. Donc là, on avait 25 moteurs Raptor pour le premier étage. Alors le chiffre, je suis pas sûre parce que j'ai eu plusieurs versions. Donc j'ai mis celle que j'avais de chez Everyday Astronaut. Et pour le deuxième étage, donc en fait, ils ont enlevé un moteur niveau de la mer. Et ils ont enlevé deux moteurs deux moteurs vacuum. Donc c'est logique vu qu'ils ont diminué la taille du lanceur. Donc voilà. Ensuite, il y a une version en 2018 en fait, il y a une BFR en 2000, enfin une nouvelle version de la BFR en fait qui a pas grandement changé, on va dire. J'ai juste vérifié. C'était plus au niveau de la puissance des Raptors. Et du coup, en fait, ils ont gardé la même config. Donc voilà, c'est vraiment voilà la BFR. Alors non, j'ai des jolies photos de la BFR. Alors attendez. Ah, moi je veux l'ISS. Voilà. Donc en fait, c'était les mêmes buts. En fait, ils ont commencé à concrétiser vraiment ce multitâche en fait du lanceur. Donc ravitailler l'ISS directement. Soit en mode cargo, soit en équipage. Hein. À l'époque, la Crew Dragon n'était pas encore comment je crois qu'il me semble qu'ils n'avaient pas encore signé le contrat du NASA Commercial Crew, que vous allez voir la semaine prochaine d'ailleurs. Et donc du coup, il y a eu plusieurs vues d'artistes. Donc là, c'est l'ISS. Donc il y avait Mars, mais également, ils ont commencé à parler d'un certain Starship lunaire. On a eu les débuts du Starship lunaire. Alors ça, je vais vous en parler à la fin. J'aurais présenté tout ça, quoi. Donc voilà, je pense que ça atterrit comme un avion ou comme un booster. Ça atterrit comme un booster. Merci Robin pour le sub. Merci beaucoup. Et merci. Alors, hop, j'ai pas le. Ah. J'ai pas le nom de la personne qui s'est abonnée en dessous. Je vois pas. Merci, machin. Je vois pas. À boire. J'ai pas à boire, désolé. Quoique j'ai du Pepsi Max, me jugez pas. Je vais boire, parce que vous avez payé le dos droit, voilà. Je me tiens droite. Toujours pas son de sub, c'est très bizarre. Mais je crois que c'est à cause de Windows, en fait, qui m'a tout... parce que en fait, là, j'ai mon alert box. J'ai l'alert box. Et le son est... Genre, le son est lié, en fait. J'ai rien changé à l'alert box, en fait. C'est ça qui est fou. Chatbox. Je sais pas, je vais enlever le chatbox, comme ça... Event list, normalement, il y a tout qui est bon, normalement. Voilà. Cheers.
Donc voilà, donc là c'était vraiment, on nous a annoncé le début d'un Starship lunaire, donc à l'époque c'était un peu, bon, on savait pas trop où ça allait en aller, hein, enfin où ça allait aller au niveau concrétisation du projet. Et j'ai oublié aussi de vous parler de la capacité du BFR en charge utile pressurisée. À l'époque, il était annoncé 825 mètres cubes de charge utile pressurisée. C'est pas rien. Donc c'était quand même très très gros. C'était vraiment Torgo. Ah voilà, merci Torgoslo pour le follow. Enchanté, bonsoir, que ça va. Et j'espère que ça va te plaire. J'essaye de faire au mieux, de vous expliquer ça comme je peux. Je suis un peu, voilà, je suis un peu stressée parce que c'est la première édition, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai peur d'oublier des choses, donc j'essaie d'y aller un peu doucement. Donc voilà, donc 825 mètres cubes de charge utile pressurisée, c'est pas mal. On peut mettre énormément de cargo, on peut mettre énormément de personnes à bord aussi. Donc voilà, donc ça offrait quand même. Donc je vais vous montrer le comparatif. Je vais enlever la lune, je vais mettre la LIO, voilà. Donc voilà. Donc il y avait en low Earth orbit, donc en orbite basse terrestre, avait proposé 150 tonnes de charge utile. Donc c'est pas rien. Quand on voit à l'ITS, bon, ils avaient rajouté Mars, mais voilà, c'est Mars quoi. 450 tonnes sur Mars et 300 en LEO sur l'ITS, donc là ils ont vu vraiment les chiffres à la baisse. Merci les Basiles pour le follow. Merci. Et du coup voilà, donc c'est quand même, enfin, c'est quand même super intéressant parce que même si c'est quand même un gros lanceur, on se dit que ça pourrait être méga rentable en fait, par exemple, de lancer facilement une constellation de satellites, parce que la constellation, si c'est par exemple le Starlink, ils peuvent quasiment tout envoyer d'un coup. Donc même plusieurs satellites, enfin il y a vu le diamètre en fait du lanceur, ce serait super pour par exemple des télescopes ou carrément le James Webb, des sondes ou des orbiteurs ou des télescopes comme le James Webb Space Telescope, pardon. Donc voilà, donc c'est quand même super intéressant de ce point de vue-là, surtout pour les industriels et les agences spatiales. Est-ce que je vous ai tout montré là ? Ouais, je pense, il me semble, ouais, sur la BFR. Et donc, ensuite, on va passer. Alors, j'espère que j'ai tout dit. En fait, j'ai peur d'oublier des choses. Alors, désolé, je regarde dans mon petit carnet. Normalement, je vous ai tout dit sur le BFR. Ouais, je regarde. Le moteur Raptor. En fait, le moteur Raptor, je vous montrerai, je passerai vraiment rapidement dessus parce que il fonctionne d'une certaine manière que je suis pas capable de l'expliquer correctement et j'ai pas envie de vous dire de bêtises et je préfère carrément faire une émission sur où on compare par exemple des moteurs fusées et là je vous explique comment ça fonctionne correctement et voilà, j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que il y a des trucs qui sont assez compliqués à expliquer quand on s'y connaît pas des masses parce que c'est beaucoup de physique et il y a un peu de mécaflux aussi. Et voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc je ferai juste un petit comparatif vite fait entre le moteur Raptor et le moteur Merlin utilisé sur la Falcon 9, les moteurs Merlin utilisés sur la Falcon 9, mais ce sera vraiment très rapide. Je regarde. Oui, donc le Starship Lunar, ça je vous en parlerai à la fin. Donc voilà. Donc là, on va passer à notre cher Starship. Alors attendez, ouais, est-ce que je l'ai mis ? Coucou le Starship. Alors voilà. Donc là, c'est la version actuelle, la version la plus récente, qui a été annoncée en 2018. Donc ils ont fait une super annonce, tout ça. Ils ont également annoncé avec cette annonce de la nouvelle version de ce lanceur. Donc en fait, il a changé de nom, maintenant il s'appelle Starship, avec le premier étage qui s'appelle Super Heavy. Mais en fait, le premier étage plus le deuxième étage, il l'appelle Starship en gros.
La version boîte de nuit en argenté, exactement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la matière aussi qui a changé, donc je vous expliquerai ça après. Donc en fait, lors de cette annonce en 2018, donc ça s'est fait chez SpaceX. Salut Shovel Kicker, bienvenue. Et du coup, en fait, ils ont annoncé en même temps le premier passager privé de SpaceX, qui est un milliardaire japonais, donc qui s'appelle Yusaku Maezawa. Désolée si je prononce mal son prénom. En fait, donc qui a payé pour un vol d'une durée d'une semaine en orbite autour de la Lune. Et en fait, dans le fait, ce qu'il a payé, en fait, ça aide, cet argent aide justement au développement du Starship, tout ça. Donc c'est du bénéf. C'est voilà, 50-50, voilà. Merci Ori TV pour le follow. Et ça me dérange qu'il n'y a pas de son pour l'annonce. Pourtant, il y a tout, il y a rien qui est, il y a tout qui est bien normalement. Bon, bah, pour le prochain live, j'essaierai de régler ça. Désolée, je suis vraiment désolée s'il n'y a pas le son. Au moins, vous avez le gif qui est sympa, qui a été fait par les gens de ma commu. Donc voilà. Donc il y a donc 2 versions de ce Starship. Donc comme les précédents, il y a une version habitée. Et une version, donc là j'ai fait le petit dessin qui est à droite, c'est moi qui l'ai fait pendant un live dessin. Donc là c'est la version habitée. Et il y a la version cargo, en fait, pareil, donc toujours le même fonctionnement. Donc il y a la fonction cargo qui irait juste faire du ravitaillement, que ce soit en carburant, en ergol plutôt, ou autre, du fret. Ça dépend. Pour l'ISS par exemple, ça pourrait être pour plein de choses. Donc en fait, en charge utile, ils ont revu énormément de choses à la baisse. Enfin, du moins, ils disent 100 tonnes et plus. Ils annoncent plus 150 tonnes, tout ça, hein, parce que bon, ça pourrait faire peur, entre guillemets. La cravate du Super Heavy, ouais, c'est le Gridfin que j'ai essayé de dessiner, parce que le Gridfin ne sont pas comme ceux de la Falcon 9. Du coup, ça ressemble un peu à une cravate. Donc en fait, donc 100 tonnes et plus, on ne sait pas combien. Donc, en orbite basse terrestre, en orbite géostationnaire, en orbite lunaire, et sur Mars. On n'en sait pas plus. J'ai le Starship User Guide, c'est vraiment les mêmes chiffres pour tout le monde. Donc principalement pour l'envoi de satellites, pour du ravitaillement ou de l'envoi d'équipage pour l'ISS, pour voilà. Enfin, quand on voit, à l'époque, donc il y avait pas encore le Crew Dragon. Enfin, il y avait je crois que quand ils ont annoncé ça, ils avaient déjà signé le NASA Commercial Crew. Donc en fait, qui est le contrat avec un partenariat avec la NASA, enfin c'est plus un contrat où en fait donc il y a SpaceX et Boeing qui ont fait des capsules habitées. Donc celle de SpaceX part la semaine prochaine, d'ailleurs je ferai un live, j'en reparle en fin d'émission. Et du coup en fait donc c'est ces entreprises privées qui envoient des astronautes vers l'ISS. Donc voilà, l'utilisation du Starship pour envoyer des gens sur l'ISS, voilà, je trouve pas ça très rentable actuellement vu qu'il y a la Crew Dragon. Donc bon, c'est à voir dans le futur. Pour l'instant, c'est des suppositions en fait, c'est des chiffres que SpaceX nous donne, mais pour l'instant, il y a rien qui a volé. Enfin, du moins, il y a un prototype qui a volé, pas très haut, mais qui a volé. Donc voilà, pour l'instant, c'est toujours dans la supposition, on sait pas vraiment ce que ça va donner. Donc voilà. Est-ce que, alors au niveau de la taille, par exemple, hop, ah mince, taille, ça je vais enlever image Starship. Ouais, est-ce que, voilà. Donc voilà, donc le Starship fait 118 mètres de haut et 9 mètres de diamètre, donc il reste sur les sur les chiffres de la BFR, donc ils se sont dit tiens, on va garder, parce que bon, c'est quand même, ça reste une taille assez raisonnable. Et ils peuvent tirer depuis un pas de tir de Cap Canaveral, hein, donc il n'y a pas il y a pas de raison que ça puisse pas partir. Donc en fait, les premiers vols du Starship actuellement sont prévus en 2020, mais
comme vous pouvez le deviner, c'est encore en test. Je vous en parlerai après au niveau des tests. Donc donc le Super Heavy, donc le premier étage, je vais aller plus en détail sur le Starship actuel parce que bon, les versions précédentes, voilà, c'était les versions précédentes quoi. Donc le Super Heavy, il fait 68 mètres de hauteur, donc c'est quand même pour un gros, c'est quand même un gros premier étage, hein, c'est pas rien. Ouais. Et le Starship fait 50 mètres de hauteur, donc pareil, ça reste assez à peu près équivalent, on va dire, ça va, de 18 mètres. Et en fait, pareil, ça reste entièrement réutilisable. Donc, comme les précédentes versions, ça va réatterrir, ça fonctionne comme une Falcon 9, quoi. Sauf que le deuxième étage, en fait, fonctionne comme une navette. Sauf que il revient à la verticale, en fait, comme les Falcon 9, comme les premiers étages de Falcon 9 pour ceux qui connaissent. Donc ils vont utiliser donc 31 Raptor, d'après ce que vous m'avez dit, au lieu de... attendez, j'avais mis l'IO-ISS, je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'était celle-là. Voilà. À la base, ils mettaient 37 Raptors au niveau du premier étage. Mais récemment, Elon Musk a tweeté 31. Donc je sais pas si ça va être... comment ça va évoluer. Pour l'instant, en fait, le Starship actuel est toujours en phase de test. Du coup, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc en fait, les chiffres que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, peut-être que ça va changer. En fait, c'est très incertain. C'est ça, voilà, exactement comme Bob le dit dans le chat, il dit je pense que tout repose en théorie, et voilà, c'est ça en fait, c'est tellement encore incertain, même si les tests avancent, voilà, c'est très incertain. Donc voilà, je regarde que j'ai rien oublié, donc toujours charge utile de 100 données plus. Bon, les capacités pro Pergol, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Alors, Starship... Donc voilà, ils gardent toujours les mêmes buts de mission, donc toujours l'interplanétaire, tout ça, sauf que il y a une petite préférence pour la Lune, vu que maintenant il y a le programme Artemis qui a été annoncé par la NASA, donc le programme du retour sur la Lune en 2024 par la NASA, enfin en orbite autour de la Lune. Et du coup, alors je sais pas si je passe au Starship lunaire ou pas tout de suite. Ouais, j'ai passé au Starship lunaire et après je vous parlerai des tests du Starship. Donc voilà, je vais chercher d'ailleurs l'image du Starship lunaire qui a été annoncée. Alors SpaceX Starship lunaire. Parce que la dernière fois quand j'en avais parlé c'était sur Canap Espace, mais c'était pas moi qui avais la photo. Alors... voilà, c'est ça. Trust My Science, mais moi je vais juste afficher l'image. Alors je fais ça tranquillou, hein, et je vous montre. Je mets le window capture. Voilà. Donc désolé, j'ai pas plus grand que ça. Donc voilà, donc récemment. Donc la NASA en fait a fait un appel à projet. Éric Lapin, Starship lunaire, exactement. Les vrais savent. A annoncé donc un appel à projet pour faire l'atterrisseur lunaire qui sera utilisé pour le programme Artemis. Donc il y a 3 consensus d'entreprises qui ont été, un qui est une entreprise et les 2 autres qui sont des consensus d'entreprises qui ont été sélectionnés pour développer un projet d'atterrisseur lunaire. Alors, il me semble, il y avait Dynetics qui rassemblait ULA, qui est un industriel privé américain qui fait des lanceurs fusées, pour ceux qui connaissent. Et il y avait la National Team qui regroupait beaucoup les gros industriels américains du spatial, donc il y a Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman et plein d'autres. Et la 3e entreprise qui a été sélectionnée pour développer un atterrisseur lunaire, c'est SpaceX. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est la seule photo qu'on a eue
pour les autres ont fait des vidéos et tout, enfin c'était impressionnant, des jolies vidéos, des fois un peu mal faites. Et SpaceX nous a juste donné une photo, donc une image d'artiste, une vue d'artiste de ce que pourrait être le Starship lunaire. Donc en fait, ce Starship est un peu particulier parce que il n'aurait, par exemple, il a une capacité, enfin une particularité, c'est qu'il n'aura pas de bouclier thermique, contrairement au Starship normal, parce que en fait, ce Starship restera en orbite lunaire. Donc en fait, il ferait des allers-retours orbite lunaire et sol lunaire. Donc on sait pas encore à quoi il sera docké, donc c'est-à-dire attaché en orbite lunaire, parce que il y a soit le projet de station orbitale, la LOPG, Gateway, donc qui est un projet international de station orbitale lunaire, ou soit attaché à la SLS, donc qui est le lanceur, le lanceur prévu par la NASA. Pour l'instant, on a un peu de mal, on sait pas trop où ça va nous mener. Donc voilà, pour l'instant, ça reste très flou. C'est très très flou en fait tout ça, mais en fait la NASA a choisi SpaceX et ses deux autres consensus d'entreprise pour développer un atterrisseur lunaire, et en février prochain, en fait ils ont jusqu'à février prochain pour concrétiser en fait ce projet, donc sur le papier, pas en réel, peut-être faire des prototypes, je ne sais pas encore. Et en fait en février prochain, la NASA choisira avec qui en fait peut-être, enfin, on sait pas encore combien de personnes, enfin combien de projets vont choisir sur les 3 pour justement utiliser ces atterrisseurs lunaires peut-être pour le programme Artemis. Donc voilà, donc c'était l'annonce très récente, donc je crois que ça date il y a 3 semaines, je crois, ça date. Donc voilà, on verra peut-être un Starship lunaire. On va voir ce que ça va donner. Personnellement, je sais pas trop, parce que en fait, comme vous pouvez le voir sur ce Starship lunaire, il est très grand, et il y a eu beaucoup de gens qui, en fait, les ingénieurs de SpaceX ont écouté les personnes sur Twitter, parce que beaucoup de gens sur Twitter sont très qualifiés, des gens du spatial qui sont sur Twitter, qui bossent dans le spatial, et qui leur ont dit que, vu la taille des pieds, comme vous pouvez voir ici, les petits pieds là, et vu la hauteur, vu le centre de le centre de masse du lanceur, ce serait pas étonnant qu'il bouffe, voilà, qui tombe, vu la hauteur du truc, quoi. C'est pas rien quand même, c'est haut. Donc en fait, apparemment, ils ont quand même pris en compte les remarques des gens qui étaient assez sérieux sur Twitter, et bon là, ils vont justement améliorer le design. Donc pour l'instant, voilà. Donc cette image-là est déjà obsolète en fait. Donc bon, on verra ça dans quelques mois peut-être. Et comme vous pouvez le voir aussi, moi, on en avait parlé sur l'émission Canapé Espace que je tiens avec 2 collègues, donc Eric Botlander et Arthur de Space Oddity. Donc on avait parlé de cette annonce en fait de la NASA et de ces 3 consensus d'entreprise pour ces atterrisseurs lunaires. Et j'avais parlé, moi, ce qui me posait problème, c'était ça là. Pour ceux qui arrivent à voir, parce que j'arrive pas à zoomer, je suis désolée. Donc en fait, les astronautes descendraient de très haut quand même, on peut voir, sur une petite passerelle. Et je dis, c'est pas comment. Au niveau sécurité, c'est pas très safe quand même, parce que à la base Tintin, ouais, ça risque d'être chaud parce que c'est quand même très haut. Et il faut dire que par exemple, s'il y a un problème en fait sur la Lune, comment ils font? On va dire, on sait pas, on imagine comment je vais y arriver. Ce genre d'ascenseur, en fait, s'il fonctionne pas, comment ça se passe? Voilà quoi. En fait, ils dépendent en fait de cette petite plateforme qui les feront remonter, descendre. Et en fait, voilà, s'il y a un pépin, il y a un seul pépin, et on sait très bien que quand il y a une mission spatiale, tout peut arriver. Surtout sur la Lune, vu que c'est quand même assez loin. Je trouve que c'est prendre des risques inutilement. Pour ce genre de mission, quoi. Après, oui, il y a le jetpack, ça fait pas tout. C'est sûr qu'il faut monter là-haut, quoi. Bon, même si, voilà, la gravité est assez nulle, sur la Lune, mais bon, faut quand même monter, quoi.
Et voilà, voilà. Moi, je trouve que niveau sécurité, c'est pas ouf. De toute façon, vous avez entendu mon avis pendant le canapé espace, mais c'est vrai que voilà, je suis pas fan en fait du Starship, même si j'aime beaucoup SpaceX. Bon, je dis pas que j'apprécie Elon Musk. Voilà, j'aime beaucoup SpaceX, mais Elon Musk, je pense que on a tous notre avis dessus, depuis les dernières, vu ce qu'il a dit récemment. Hein. Du coup voilà, et du coup enfin ouais, le fait que j'apprécie SpaceX, mais là je trouve que c'est un peu limite, on va dire. C'est arrive, attendez. Et voilà, donc voilà pour ce Starship lunaire. Donc je vais vous remettre sur Starship. Hop, je vais enlever la window capture. Voilà. Je regarde que j'ai rien oublié. Oui, en fait aussi pour la version lunaire du Starship, en fait, ils auront aussi également une version de ravitailleur orbital. Parce que là, sur la version récente, ils en ont pas énormément parlé, mais surtout pour le Starship lunaire, donc il y aura le Starship citerne en orbite, au cas où pour faire le trajet jusque la Lune, pour j'ai le nom en anglais, c'est je sais plus. Donc pour le transfert entre guillemets entre la Terre et la Lune. Du coup, il y aurait un petit Starship en orbite qui ferait en fait office de station essence pour ravitailler le Starship lunaire vers la Lune. Donc oui, il y a des moteurs différents, mais on sait pas trop. Enfin, en fait, ça reste très flou. On sait que ça aura quand même une capacité de 100 tonnes sur la surface lunaire, mais on sait pas, voilà. Donc comme dit Torgoslo, cette illustration a été faite en catastrophe, c'est évident que tout le concept sera différent si jamais c'était le projet de SpaceX qui devait être retenu. Exactement. Voilà. De toute façon, là, ça reste du provisoire, on ne sait pas, c'est des annonces comme ça, mais de toute façon, on ne sait même pas s'ils seront retenus. Oui, une cuve à fuel spatiale, exactement, c'est exactement ça. Il y aura la cuve à fuel spatiale en orbite pour ravitailler ce joli Starship vers la Lune. Donc voilà, il aura aussi en fait une des spécificités du Starship lunaire, c'est que en fait il aura pas de ce qu'on appelle les gouvernes, donc les petites ailettes, parce qu'en fait c'est ce qui permettrait en fait à la base le Starship doit revenir sur Terre. Mais en fait comme il restera en orbite lunaire, il fera juste des allers-retours sol lunaire orbite. Ils n'ont pas besoin. Du coup en fait ce Starship ne pourra jamais revenir vers la Terre. C'est un peu triste, c'est le moment un peu triste. Voilà, verse une petite larme pour ce Starship. Mais voilà, donc c'est particulier. On sait pas, enfin ils disent ça, mais on sait pas encore ce que ça va donner. Et également il y aura beaucoup de place, ce qui assure un sas assez grand. Donc c'est ultra compliqué de poser ça sur Terre quand même. Ah bah oui. C'est pour ça que là, en plus, s'il a pas, parce que bon, ces petites ailettes, ça justement, ça sert un peu comme les grid fins, donc c'est les genres de d'ailettes un peu grillagées qu'il y a sur les premiers étages, donc de la Falcon 9, des Starships terrestres entre guillemets. Là, en fait, il aura rien du tout, donc en fait, il pourra pas justement revenir sur Terre vu la taille du truc en plus déjà, et sans ces petites gouvernes, en fait, il pourra pas le faire. Mais déjà, en fait, rien que le Starship essaie de se reposer sur Terre déjà le premier étage, et ensuite le deuxième étage, ce sera quand même un exploit vu la taille de ce monstros de lanceur, on va dire, parce que c'est quand même un monstros. Donc voilà. Donc en fait, je vais revenir un peu sur le Starship lambda, je veux dire le Starship lambda, le Starship lunaire, le Starship terrestre, pardon, excusez-moi. Donc en fait, il y a eu également un changement de matériaux. Donc en fait, là sur la version qui est testée, donc la version qui est entre guillemets est en train d'être finalisée entre grosses guillemets. En fait, ils utilisent de l'acier inoxydable. Donc ça a étonné beaucoup de gens parce que c'est très bizarre. Mais en fait, ça reste très logique parce que l'acier inoxydable résiste à de très hautes températures, contrairement à la fibre de carbone. Et c'est moins cher. Donc, c'est assez logique. C'est bien qu'ils aient fait ce choix-là, je trouve.
Après, bah, ça ressemble un peu quand je parlerai du Star Hopper après, donc c'était un des prototypes du Starship. Ça fait un peu cocotte minute quoi. Mais on va dire que c'est pas à négliger. Ce choix est quand même assez intelligent parce que bon, ça fait des économies ça fait des économies économies d'argent et justement parce que bon la fibre de carbone reste très très chère et du coup en fait ça permet une meilleure résistance quoi. Donc ça améliore la fiabilité du lanceur. Donc c'est pour l'instant tout bénef. Après comme je dis, ça peut peut-être encore changer. Hein. Vraiment, voilà. En fait, c'est marrant parce que en ce moment, on entend énormément parler des tests. Ça, je vous en parlerai après. Mais en fait, ça devient de plus en plus concret, mais ça reste quand même assez flou. Donc, c'est assez particulier. Alors, question pour Alon mais j'ai cru comprendre qu'il est censé être réutilisable. Donc, comment ça fait qu'il est irrécupérable? Donc, en fait, je pense que tu parles du lunaire. En fait, le lunaire, c'est parce que le lunaire, en fait, il sera vraiment, enfin je sais pas, en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement flou, on sait pas trop comment ça va se passer, mais en fait, il est irrécupérable par le fait qu'il aura pas d'ailettes pour retourner sur Terre. En fait, il restera que soit en orbite lunaire, soit au niveau il fera juste des allers-retours en fait entre l'orbite et le sol lunaire, parce que on sait pas encore sur quoi il va être accroché, docké en orbite, parce que il y a, comme je le disais tout à l'heure, ce sera soit comment Orion, qui est la capsule en fait de la SLS du lanceur de la NASA, qui est prévu pour aller sur la Lune, mais bon, pour l'instant, la SLS c'est loin d'être terminé, même très très loin. C'est même pas au niveau du Starship entre guillemets. Ou soit la station orbitale lunaire, donc Gateway. Mais pour l'instant, on sait pas trop quoi. Donc ça reste très flou. Donc voilà, ça va peut-être changer, ça va sûrement changer. Je sais pas du tout. Mais à la base, il sera irrécupérable parce que parce qu'il lui manquera son bouclier thermique, vu que ça lui servira pas parce qu'il fera juste un aller en fait. Et après, il restera en orbite lunaire et bon, vu qu'il n'y a pas de frottement, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune, il n'y aura pas de frottement ni rien, donc il sera assez protégé en fait. Il sera juste dans le vide spatial. Alors, on connaît combien de litres de carburant ils embarquent. Alors ça dépend. Tu parles du Starship lunaire ou du Starship normal? C'est très flou. Il suffit de faire une mise au point alors. Lol. Il est plus haut que la LOPG, c'est lui de la station. Ce sera peut-être lui de la station, vu la capacité qu'il pourrait avoir. Donc après voilà, je sais. Enfin, le lunaire. Alors le lunaire, je vais regarder. Je regarde, il y a quoi comme musique qui passe? Ok. Au pire, je vais mettre la Space Playlist. J'arrive, hein, je cherche. Voilà. Starship lunaire, je regarde, hein, comme ça on regarde en même temps. Alors, est-ce que j'ai les infos là ou pas? Ça devrait être quasiment... Je sais que ça te fait rire au fond de toi, mais oui, ça me fait rire. Après, je sais qu'il y a juste 100 tonnes de capacité sur la surface lunaire, mais je sais pas trop au niveau de la... On n'a pas trop d'infos, en fait, sur ce point de vue-là. Donc, je sais pas trop. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Donc, je sais pas. Comme c'est ça, c'est le très peu d'infos, donc parce que je sais pas s'il aura la même configuration qu'un Starship. Parce que comme je disais, il y aura un Starship Cuva Fuel, genre station essence. Donc on sait pas trop encore, donc je peux pas te dire. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Donc voilà. À voir peut-être si on a plus d'infos d'ici quelques mois. Aussi des gens dans le chat le savent, je ne sais pas. Le truc, c'est que si les Starship lunaires deviennent réalité, Orion LC n'aurait même plus de raison d'être, il serait obsolète. Ah, carrément, je suis d'accord. Mais après, ça... Ouais, enfin, pour l'instant, le Starship lunaire, ça reste sur le papier. Enfin, moi, je peux pas te dire. Enfin, c'est tellement le flou. Parce que bon, la SLS, pour l'instant, n'en parlons même pas. Hein, c'est même pas... Il manque... Je sais plus combien, je crois qu'il reste... je sais même plus les parties qui restent à faire, à tester. La SLS, en plus c'est Boeing qui est en charge de la SLS.
N'en parlons pas de Boeing. Du coup, ouais, ça va être un peu compliqué. Donc on verra bien. C'est tout ce qui est lunaire pour l'instant, programme Artemis, et on verra. En tout cas, c'est un peu bizarre de lancement pour atterrisseur plus capsule. Ouais, je suis d'accord. Après, Boeing quoi exactement. Non, je sais pas ce que c'est Boeing, je sais pas. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Voilà, je vais vous parler de... Bon, je vais garder sur cette slide, parce qu'au moins, je vais peut-être essayer de vous trouver une vidéo de test. Est-ce que j'ai la vidéo du test de la semaine dernière? Donc voilà, donc en fait, actuellement, donc comme je disais, le Starship est toujours en phase de test et de développement. Donc en fait, il y a eu plusieurs prototypes. Donc il y a eu le Starhopper, donc j'essaie de vous trouver une petite photo du Starhopper. Parce que j'ai pas réussi à tout mettre sur Streamlabs, parce que c'est long, et il voulait pas, il était pas très coopératif. Starhopper, comme ça on regarde ensemble, on prend le temps, de toute façon on a le temps. Ah, attendez, je vais trouver une vidéo. Faut que je trouve la vidéo du Starhopper quand même. Ah ouais. Parce que c'était impressionnant. Alors attendez, je vais vous mettre. Voilà. Alors je sais pas si vous avez le son. Donc voilà, donc ça c'était le test du prototype qui s'appelle Starhopper, du Starship. Voilà, je m'en rappelle. C'était impressionnant. C'était un truc de dingue. Donc en fait, ce test donc servait à tester le moteur Raptor, en fait, qui est le nouveau moteur développé par SpaceX pour le Starship, et également faire des tests de sous-système en fait généraux pour le Starship. Donc ça ressemblait à rien, on l'appelait la cocotte minute à l'époque. Et en fait, enfin, je me rappelle, j'étais mais sur les fesses tellement on était impressionnés qu'ils aient réussi à faire voler ça, quoi. Et en plus, enfin, ils le font atterrir et ils le font réatterrir, donc nickel, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc sans vraiment, sans aucun souci. Donc voilà, ça c'était le Starhopper. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. De toute façon, après là c'est de la... Ah, il y a la suite, quand même. Donc là, bon, il y a panache de fumée, c'est sûr que pour les caméras, c'est pas ouf. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Putain que c'est beau, exactement. Exactement, c'était impressionnant. Genre, on n'en revenait pas que ça volait. Enfin, personne ne s'attendait à ce que ça vole. C'était un truc de dingue. Et vraiment, voilà, et ils ont bluffé tout le monde. Et tout le monde a commencé à changer d'avis sur ce projet Starship parce que, bah, faire voler ça, même si c'est tout petit, bah, ça vole quand même, quoi. Et c'était genre super impressionnant. Alors, je vais regarder, c'était pour le SNK, donc c'était la semaine dernière. Donc voilà, donc il y a eu le premier prototype, donc Starhopper. Ensuite, ils ont fait deux gros prototypes. Donc il y avait le MK1 et le MK2. Alors attendez, donc c'est ça. Donc en fait, les tests ils se déroulent pas en Floride. Ils se déroulent à Boca Chica, au Texas. Donc c'est vraiment c'est un terrain de SpaceX où ils font leurs tests. Et ils testent leur moteur là-bas également. Et donc c'est là qu'ils font tous les tests de Starship, de pièces de Starship en fait. Alors, je regarde sur mon anti-sèche. Donc MK1 et MK2 qui étaient prévus pour faire un test en haute altitude. Mais le MK1 apparemment a échoué au niveau de la mise sous pression. Ensuite, oui, il y a eu des tests destructifs aussi, parce qu'après il y a eu d'autres versions en fait il y a des morceaux en fait du Starship qui ont été testés mis sous pression en fait pour voir si ça résistait. Donc il y a eu les tests destructifs pour tester la rigidité en fait de la structure, la fiabilité de la structure. Et il y en a qui ont juste pas tenu, ils ont également testé les soudures, tout ça. Parce que oui, il y a des façons ils ont testé plusieurs façons de souder, c'était assez compliqué, mais au final ils ont trouvé. Et le dernier test, donc ça s'est déroulé il y a 3 jours. Donc est-ce que il y a, voilà, qui dure
Moi, vous regardez la vidéo de Evja Astronaut. On a une pub pour KFC, mesdames et messieurs. Désolé. Voilà. Donc là, en fait, c'était le static fire, donc la mise à feu statique du moteur Raptor, en fait, qu'ils ont mis sous le... J'ai juste posé pour vous expliquer. Sous, en fait, ce prototype, c'est une partie, en fait, du Starship en test, qui s'appelle le SN4. Donc, en fait, quelques semaines avant, il avait réussi le test de pressurisation. Et donc, ils ont décidé de lui mettre un Raptor aux fesses et, en fait, de faire un tir statique pour voir ce que ça allait donner. Donc, c'était il y a 3 jours. Et c'est vrai que c'était sympa. C'était assez sympa. Donc bon, c'est juste... donc le tir statique, en fait, c'est vraiment... le moteur pousse pas, en fait. C'est vraiment juste... il le teste pour voir si tout va bien. Mais il décolle pas, en fait. Il est retenu. En fait... alors, il me semble qu'aussi qu'ils mettent pas assez d'ergol pour éviter qu'il pousse, en fait. Mettre un Raptor aux fesses, avec ça, tu cours super vite. Exactement. Donc voilà. Ce que vous voyez, donc c'est donc la mise à feu statique. Donc voilà, le moteur est allumé. Et donc voilà, ça fait de la grosse fumée. Ça dure quelques secondes quand même, parce que bon, faut le temps qu'il sorte tout, hein. Et ça s'est plutôt bien passé. Vers la fin, il y a eu un petit incendie, mais c'était pas grand-chose. Il y avait rien d'inquiétant. Donc voilà, c'est sur la vidéo des Evja Astronaut. Alors je vais revenir sur sur Starship. Donc voilà, donc en fait on voit que ça avance. Salut Wiselar, bienvenue. Donc on voit quand même que le Starship ça avance quand même pas mal. Donc là ils ont prévu, vu que le SN4 s'est plutôt bien passé, le prochain en fait ça va être le SN5. Donc là, il me semble que je sais pas si ce sera tout comme celui-là, comme ce que vous voyez à l'écran en fait. Je sais pas s'il sera vraiment en entier. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ils vont lui mettre plusieurs moteurs Raptor, il me semble. Pas qu'un seul. Je crois qu'il me semble qu'ils avaient dit qu'ils en allaient mettre 3. Mais s'il y en a qui peuvent me confirmer dans le chat. Et du coup, en fait, si tout va bien. Ce qui va sûrement refaire un tir statique. Si tout va bien, on verra peut-être le fameux hop qu'on appelle comme ce qu'a fait le Star Hopper, que je vous ai montré il y a quelques instants. Donc c'est-à-dire en fait, il va voler de à 3 exact comme je disais. Merci Evan Pompou. Et du coup, il va voler à 150 mètres de hauteur, grand maximum, pour tester en fait. Pour tester les moteurs et voilà, c'est exactement comme dit Stylographique, un hop c'est égal à un saut de puce. C'est pour vraiment au fur et à mesure tester au niveau de l'altitude quoi, si tout va bien. Donc voilà, donc à voir. Moi je suis assez optimiste honnêtement vu les derniers tests et je trouve que c'est très prometteur. Au début franchement j'étais pas... Même si j'aime beaucoup SpaceX, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'étais pas très très optimiste même avec le Star Hopper parce que bon, on dit le Starship ça reste un gros projet, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais bon, il y a quelques années, avant que SpaceX fasse voler et réatterrir une Falcon 9, les gens disaient la même chose, jusqu'à ce que les gens soient bluffés et complètement surpris par la capacité de SpaceX à faire ça. Hein, les premiers à faire du réutilisable et du réatterrissable entre guillemets. Donc je pense que il faut se laisser surprendre. Je pense que ça peut être une... Honnêtement, je sais pas trop ce que ça va donner. Et moi j'ai envie de me laisser surprendre. On verra. Parce que si ça vole, tant mieux. Honnêtement, ça pourrait révolutionner beaucoup de choses au niveau de l'exploration spatiale, si ça fonctionne. Et ouais, à voir. Moi je sais pas, franchement... Ça peut être quelque chose. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Et justement, eh bien, je vais vous faire intervenir, si ça vous dit. Alors, on va passer à la partie libre antenne. Alors, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je ne vous ai pas encore parlé du Raptor.
Mais au pire, on en parlera peut-être avec Alexandre si s'il veut en parler. Donc en fait, donc là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez envie de donner votre avis, vous avez des questions et que je peux essayer d'y répondre, je vous invite à rejoindre le Discord. Donc Portinibot vient de donner le lien du Discord et je vais mettre sur Discord. Alors j'espère que vous allez m'entendre. Et voilà. Donc il y a mes modos, mes chers modos, qui vont vous diriger vers le Discord. Moi, j'ai essayé de me mettre. Alors, attendez. Sur voilà, SAS Libre Antenne. Donc, voilà. Voilà, donc rejoignez le Discord si ça vous dit, si vous avez envie de poser des questions. Ok. Pourquoi moi j'entends pas le Discord? Ah, ça y est, je t'entends. Alors, tu m'as dit, Robin? Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Voilà, donc là, je suis dans Libre Antenne, donc si vous voulez me rejoindre. Oui, désolé, c'est celle-là du direct. Donc voilà, donc là, je suis dans le SAS Libre Antenne, et pour ceux qui ont envie de venir poser une question, alors. Alors, ma voix est pas très bien connectée. Alors, attendez, je vais changer, je vais couper mon micro, mais normalement, vous allez pouvoir continuer à m'entendre vu que je suis sur Discord. Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Je vais couper la musique. Voilà. Hop. Ah, c'était dans le Discord Pox Science. Exactement. Il y a le lien. Alors, j'ai pas fait le. Là, tu as le SAS Libre Antenne. Ouais. Bah, on m'a dit justement de passer dans le. Je ne pas ce que tu dis. Pourquoi? Ok. Ok. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là ou pas? Non, c'est dans Libre Antenne, on Non, va te les libre envoyer. antenne et on te les envoie. Bah, voilà, là. Désolé, hein, je galère. Parce que j'ai l'impression qu'on me dit un peu le contraire. Je suis dans Libre Antenne, mais le problème c'est que j'entends pas bien. On entend là, ok. Ah, bon. Mais alors j'essaie d'augmenter le son parce que j'entends pas bien. Ah, alors attends, je vais augmenter mon son aussi. Voilà, je pense que. Donc salut Vianney, est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, très très bien. Ah Bonsoir. super. Merci pour Bonsoir. toutes les informations, c'est vraiment super. Avec J'ai plaisir. une question complémentaire. Oui. Quelle quantité de carburant et quelle est la taille des réservoirs pour le moteur que tu as expliqué là, qui décollait et qui réatterrissait? Juste pour un moteur, pour avoir une idée, une notion. Pour comment? Pour le moteur ou le Starship en lui-même? Le moteur, juste. Alors le moteur. Tu as dit qu'il y en avait plusieurs, donc on fait un ratio très rapide. Alors pour le. Pour le Raptor, il y a 2 méganewtons de poussée. Alors attends, je vais juste aller sur le site, parce qu'en fait ils ont changé. Voilà, donc 2 méganewtons de poussée, donc il n'y a pas des masses d'infos, malheureusement, parce qu'ils viennent de changer le site. Alors tu veux voir au niveau de la cuve, au niveau de la. Oui, c'est pour avoir. Si tu as une idée, hein, si tu as une notion. Alors je vais regarder ça. Je regarde, hein, parce que j'ai pas toutes les infos. Malheureusement, il y a des infos qui sont un peu partielles. On entend peu le monsieur qui parle. Alors pourtant j'ai mis au maximum. Est-ce que vous entendez ou pas? Vous entendez plus dans le chat? Alors, je regarde. Hein, performance, cargo. J'ai pas. Payload, non. Payload adaptators, nope. Je sais pas si les gens dans le chat l'ont, parce que payload volume. Parce qu'ils sont pas très friands sur les chiffres, hein, SpaceX. J'avais plus d'infos. Tu peux regarder et chercher, j'ai pas. Ah ouais, non, bah là, je trouve pas non plus.
Je sais que je Sinon, regarde. c'est pas grave. Hein. En fait, j'essaye de trouver en même temps parce que ça pourrait aussi intéresser d'autres personnes, mais c'est vrai que j'ai regardé au niveau de l'ancienne version. Il me semble qu'il y avait plus de chiffres sur l'ancienne version. Alors, refilling, sea level, tanks. Alors, fuel tank pour comment? Pour l'ancienne version, il y avait 240 tonnes de méthane. Et pour d'oxygène liquide, il y avait 860 tonnes. Ok. Mais c'est l'ancienne version. Et j'ai pas la nouvelle version. En fait, malheureusement, pour le Starship récent, ils ont pas des masses. Alors, il y a Terranien qui me dit, what? 5 millions de kilos with max payload d'après Wikipédia. Ça fait beaucoup. Oui, c'est vraiment énorme. Oui, bah oui, ça fait un peu beaucoup, là. Alors, attends. Parce qu'il faut les Ouais. donner après. Payload to anywhere, donc là, oui, la payload, ça fait 100 000 et 100 000 kilos, il dit 100 tonnes. 100 tonnes exactement. Et du coup, voilà, c'est le seul chiffre qu'on a pour l'instant. C'est vrai ils sont un peu frileux récemment là sur les chiffres. Avant, ils balançaient des chiffres assez facilement, mais là, bon, c'est peut-être des approximations, hein, mais ça risque d'évoluer. Voilà, c'est ça, comme je disais, on sait pas trop. Donc, Non, mais ouais, c'est- j'espère que ça c'est répond, une notion ça déjà, c'est ça vraiment répond un super. petit peu à ta question. Donc voilà. Eh ben, merci. Et Avec puis, bonne plaisir. continuation, c'est vraiment intéressant. Ah bah merci À beaucoup. bientôt. Je suis contente que ça t'ait plu. À bientôt. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Salut. Et merci. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont envie de venir sur le Discord poser des questions ou même raconter votre vie ou non je rigole. Alors il y a Berthe. Bonsoir. Salut. Alors si je lis ton prénom en russe c'est Victor, non? Ouais, Je sais c'est ça. exactement. Alors salut Victor. Alors est-ce que tu as une question ou tu as un Du avis coup, sur ma le... question, c'est par rapport au nombre de passagers sur le Starship. Oui. Tu veux savoir combien environ il y aura de passagers à bord? Ouais, voilà. C'est ça? Et pour le module lunaire aussi. Alors pour le module lunaire, on sait pas trop. Voilà, comme je disais, c'est très flou. Après, pour ce qui est Starship normal, alors enfin, le problème c'est ça, c'est qu'il n'y a pas des masses d'infos. Malheureusement, c'est très frustrant parce que vous posez des questions super intéressantes, mais les infos ils donnent pas des masses. Au pire, moi je regarde en même temps, hein, comme ça. Load, payload volume. Parce que bon, il y a la configuration cargo. En fait, ils donnent beaucoup d'infos pour tout ce qui est cargo, mais plus au niveau de la charge utile que la version. Alors, crew configuration. Jusqu'à 100 personnes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Depuis la Terre jusqu'en orbite basse terrestre, sur la Lune et vers Mars. C'est pas mal du tout. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même du beau petit monde, donc c'est vrai que c'est pas trop mal. Donc voilà, donc ça fait du monde hein, quand même, hein. 100 personnes. Il y a quoi de faire une teuf dans le Starship quand même, c'est sympa. Donc voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Ouais, à peu près, ouais, merci. Avec plaisir. Et est-ce que t'as une autre question ou... Non, c'est bon, c'est bon. Bah super, merci d'être venu poser ta question, d'avoir eu le courage de venir. Et Merci. à la prochaine. Merci de m'avoir consacré du temps. Bah avec plaisir, de toute façon on est là pour ça, hein. Donc avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Alors est-ce qu'il y a des courageux qui veulent venir poser leurs questions ou donner leur avis sur le Starship? Je sais pas, Alexandre, est-ce que tu veux venir donner ton avis sur le Starship? Moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, tout ça, venez, hein, on est là pour parler ensemble, together. What's up? Salut Alexandre. Comment ça va? Comment ça va? J'entends pas bien, désolé. Tu m'entends là? Oui, là, je t'entends mieux, ouais. Ok, d'accord, très bien. Bah attends, ce que je vois, il y a des questions, ce que je vois un peu, il y a des questions dans le chat, parce que moi, personnellement, j'ai pas tant de texte que ça sur le Starship, mais je vois une question de Kofi, par exemple. Question, est-ce qu'ils sont restés sur l'inox au final? Oui. Oui. Bah, la dernière version, c'est ça, hein. La dernière version.
Alors, si je ne m'abuse, ils sont également en train de tester des tuiles thermiques spécialement conçues pour Starship, des petites tuiles hexagonales qu'ils ont commencé à poser sur quelques exemplaires de SN, je crois que c'est SN5, si je dis pas de bêtises. C'est pas Donc, pour le Hate Shield? ah, aussi, ce sera pour le bouclier. Oui, oui, c'est pour le bouclier thermique, ouais. Ouais, c'est de la céramique qu'ils utilisent, non? Alors, ils avaient dit, je crois, il y avait un tweet de Musk qui disait que c'était Je crois que c'était céramique. l'annonce. Ouais, de la céramique, un truc comme Ouais, ça. il y avait eu des plans pour utiliser du Pika X, qui est le matériau standard pour faire Oui, les boucliers thermiques ouais. dernière génération. Mais il me semble que c'est de la céramique, en effet. Parce que effectivement, donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, je sais pas, tu l'as mentionné ou pas, le choix de l'inox, Whitney? Oui, oui, le fait que ça résiste aux plus hautes températures par rapport à la fibre de carbone et que ça coûte moins cher. Voilà, exactement. Bah, il y a Mm. ces cassés de résistance thermique du coup qui ont été choisis pour SpaceX. Ils ont cependant découvert que sur certains points sensibles, effectivement, il n'y avait peut-être pas assez de protection de Ouais. par le matériau lui-même. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines maintenant, on voit apparaître sur quelques exemplaires de Starship et même sur un vol de Crew Dragon, on a pu voir une tuile thermique Ah oui, c'est triple vrai, qui ils a ont été mis. testée Mm. pour cet usage. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ils testent quand même pas mal de trucs. Enfin, et c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail sur le Crew Dragon qu'ils utilisaient une des tuiles pour voir ce que ça allait donner ou pas en live. Ouais. Tu voulais Mais dire alors, quelque du chose? coup, moi spécifiquement, bah, en fait, j'ai pas de question parce que tu as dit que on allait parler motorisation et moi je suis Ah oui, c'est vrai. C'est j'aime bien vrai. la motorisation. Parce que Mais Parce que je précise au chat, en fait, Alexandre s'y connaît, il est en école d'ingénieur. Il me semble que t'es en école, hein. T'es en prépa. je sors de prépa tout juste et en Voilà. théorie, mes Il vœux s- sont chopés dans 3 jours. Voilà, donc il sort de prépa et du coup il est un peu plus calé que moi en moteur fusée. Et du coup je lui ai demandé en fait justement s'il pouvait intervenir sur la comparaison entre le Raptor et le Merlin, ou si tu veux faire d'autres comparaisons si t'es chaud patate. Le Raptor et le Merlin, c'est une assez bonne comparaison parce que c'est déjà ces deux moteurs de SpaceX, donc Et oui, ça a été designé selon la même philosophie. Puisque il faut savoir que Merlin et Raptor, même si ce sont deux moteurs qui sont très différents de par leurs architectures, leur carburant, exactement. leur système d'injection et leur système, non pas leur système d'allumage, c'est le système d'allumage, hein. Mais Non, de c'est vrai. par ces trois précédentes caractéristiques, ils sont très différents puisque ce sont même pas des moteurs de même taille, de même puissance. Cependant, oui, il y a effectivement il y a une très belle photo qui a été trouvée sur les deux côte à côte sur Twitter. Oui, je suis Euh, en train de la chercher justement celle-là. Ouais, Je suis en train de la chercher. par contre, effectivement, ils ont tous les deux été designés chez SpaceX et par conséquent, ils ont les deux mêmes objectifs techniques en mire, c'est-à-dire un système de propulsion qui est à la fois très sûr, dans le sens qu'il puisse être utilisé un grand nombre de fois sans problème technique majeur. On a pu voir avec l'illustre carrière du Merlin qui a eu que, je crois, Voilà. 2 échecs en vol sur quelque chose comme 1200 vols, ce qui est quand même assez Oui. impressionnant. Et la seconde capacité, c'est donc la réusabilité. Et alors, la réusabilité, c'est un concept qui est assez flou puisque ça n'a jamais vraiment été pratiqué, Mm, à part pour les moteurs RS-25 de la navette spatiale, qui étaient justement conçus pour exactement. cet effet, même si justement il y a eu des gros problèmes, dont justement SpaceX a tiré des leçons plus tard. Mais du coup, voilà, l'objectif de ce système de réutilisation, donc, c'est de faire en sorte que le moteur puisse donc fonctionner à son rythme standard sur un lancement, un peu importe, que ce soit un lancement soit sur une Falcon 9 dans le cas du Merlin, soit sur un Super Heavy ou sur un Starship dans le cas du Raptor, et que après le vol, après opération, après les expositions aux différents stress thermiques, cryogéniques, etc. Il me manquait que 2-3 mots. Après tout ce genre T'inquiète. de stress, etc., le moteur puisse être amené à bon port au sol, subir une maintenance relativement minimale. L'objectif, c'est qu'elle soit le moins coûteuse et la moins C'est euh, ça, ouais. Ouais, ouais. coûte le moins de temps possible. Et enfin, c'est donc que le moteur puisse donc être utilisé un grand nombre de fois sur différents vols. Jusqu'à présent, SpaceX ont réussi à utiliser jusqu'à 5 fois un booster de Falcon 9 et on suppose donc que les Merlins sont capables d'à peu près les mêmes capacités. L'objectif du Raptor, c'est d'avoir un taux de réutilisation qui dépasse au moins les 10 lancements, peut-être même les 20 et 30, si on veut voir vraiment un système de lancement planétaire que le Starship opérer. Alors maintenant, les différences au niveau technique entre Merlin et Raptor, comment ça se passe? Alors, le moteur Merlin, on peut le voir très bien d'ailleurs sur cette magnifique photo que Whitney a trouvée sur Voilà, Twitter. je vous ai mis donc le Merlin est à droite, pardon, le Raptor est à droite et le Merlin est à gauche. Donc vous pouvez déjà qu'il y a une petite différence de taille, mais également il y a une petite différence structurelle. Donc Oui. tu peux expliquer si tu veux.
Bien sûr. Et bien justement, déjà le Merlin et le Raptor ne sont pas dans la même catégorie. Si je ne Mm. m'abuse, il me semble que le Raptor est pas à peu près, mais presque 2 fois plus puissant que le Merlin en termes de puissance brute. Les ISP, c'est-à-dire essentiellement la consommation de carburant, l'efficacité en termes de déjection de masse des deux, Mm. sont comparables mais supérieurs sur le Raptor de par, et on va en parler juste après, son architecture. Donc, on peut également voir que le Merlin qui est à gauche est quand même relativement petit et surtout, il a l'air relativement simple par rapport au. C'est vrai, c'est vrai. Et tout cela tient de la notion du cycle de propulsion. Alors, C'est ça, ce sont des notions exactement. un peu techniques qu'on pourrait aborder justement avec une super vidéo d'Everyday Astronaut, mais donc Oui, en version très édulcorée. Le système du Merlin, c'est une architecture qui est dite en cycle ouvert, en open cycle. C'est-à-dire qu'on utilise une seule turbine, qui va brûler en fuel rich, c'est-à-dire qu'elle va consommer une grande quantité, qu'elle va rassembler par un ratio carburant-oxydant très en faveur du carburant, à savoir par exemple 7 mesures de carburant kérosène pour une mesure d'oxygène, dans le but de faire une température de brûlage qui est relativement faible pour éviter d'abîmer la turbine. Et cette turbine qui va du coup consommer une fraction du carburant total alloué au moteur, elle va servir à faire tourner les 2 turbopompes qui servent à alimenter le Merlin en RP1, à savoir du kérosène hautement exactement. raffiné, et en oxygène liquide. Et enfin, du coup, ces 2 turbopompes donc, créent essentiellement un courant extrêmement pressurisé de comburant et de combustible, je vais y arriver, jusque vers la chambre de combustion. Et puis Mm. ensuite, les injecteurs et les mélangeurs font leur travail. Et après, il y a ignition et conversion en poussée. Ça, c'est en quelques mots l'architecture en cycle ouvert. Le Raptor, comme on peut le voir, est beaucoup plus compliqué et a raison. Déjà, le Raptor n'a pas une turbine, mais 2 turbines, mais il conserve de toute façon ces 2 turbopompes, puisqu'il a, tout comme le Merlin, il utilise deux carburants, enfin un carburant et un oxydant. Ce coup-ci, pourquoi 2 turbopompes? C'est pour qu'on ait à la fois deux brûleurs, pardon, de turbines. C'est pour qu'on ait à la fois une turbine qui brûle en fuel rich, donc avec un ratio de carburant plus élevé que l'oxydant, et une turbine qui brûle euh, en oxygène riche, à savoir une turbine qui va donc consommer un ratio beaucoup plus important d'oxygène que de méthane, puisque le Mm. Raptor brûle du méthane et l'oxygène. C'est ça. Et l'objectif d'avoir ces 2 brûleurs reliés à ces 2 turbopompes, c'est qu'en fait, on le voit bien sur le Merlin à gauche, notamment sur la gauche du Merlin, il y a une espèce de cylindre en métallique avec un espèce de petit capuchon bleu qui sert justement à éjecter les gaz d'échappement de la turbine. Et donc par conséquent, on perd des gaz et donc de l'énergie potentielle pour la propulsion. À Ouais. l'inverse, sur le Raptor, on va du coup utiliser 2 brûleurs différents pour garder des proportions relativement stoichiométriques de méthane et d'oxygène, puisque les sorties des brûleurs sont d'un côté riches en méthane et de l'autre côté riches en oxygène de par la combustion effectuée. Et donc du coup, grâce à ce système de double turbine et les turbopompes extrêmement puissantes, plus une architecture très recherchée, on a donc ce qui s'appelle un moteur de type FFSC, ou Full Flow Stage C'est Combustion, ça. qui utilise donc voilà, cette architecture spécifique de 2 turbines alimentant 2 turbopompes, chacune en oxygène riche, enfin chacune en richesse différente. Et enfin, du coup, l'avantage net et majeur par rapport au Merlin, c'est donc que contrairement au Merlin, on ne perd donc quasiment pas de produits de combustion liés à la propulsion des turbines, donc contrairement à ce qu'on avait fait juste avant. Et donc par conséquent, on a donc plus de carburant et plus d'oxydant dans la chambre, donc on a une meilleure efficacité énergétique. Et donc c'est donc l'objectif d'avoir une architecture comme ça pour le Starship, c'est d'avoir un moteur très performant qui puisse en même temps consommer des carburants qui sont relativement simples. Il y a Ok. aussi le choix du carburant sur le méthane et l'oxydant, mais ça c'est un autre sujet complètement. Ok, bah merci beaucoup. Et alors, J'ai essayé de faire simple, mais bon, c'est pas facile. après oui, c'est vrai que c'est sûr que expliquer ce genre de détails, c'est vrai que pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose à la fuséologie, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors enfin, même si Alexandre explique assez bien, après, moi j'ai des bases, des bases en physique, donc ça va. Mais c'est vrai que bon, il y a des concepts assez compliqués que si vous voulez, genre peut-être dans je sais pas, pour une prochaine édition, j'essaierai justement de vous expliquer un peu comment ça fonctionne, et peut-être que Alexandre pourra revenir, si ça te dit, Ouais. réexpliquer. Je vois que j'ai largué quelques personnes dans le chat, je m'en excuse. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, justement, on est là pour expliquer, c'est pas grave, voilà, Si vous c'est... voulez si vous voulez résumer la situation, dites-vous que le Raptor sera un moteur supérieur pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il va récupérer plus de combustible que le Merlin et il va en gâcher moins dans une turbine C'est que le ça. Merlin.
qui sera donc plus efficient. Et la seconde raison, c'est qu'il utilise du méthane plutôt que du RP1 qui est du kérosène, ce qui en théorie va entraîner une température de combustion dans la chambre qui sera donc inférieure, ce qui veut donc dire que le stress sur la chambre sera moindre, ce qui veut dire que le moteur pourra être réutilisé plus souvent, plus longtemps, et donc ce sera parfaitement bien pour de la réutilisation à grande échelle comme SpaceX le désire. Ce sont les deux raisons principales. J'explique pour ceux qui connaissent pas la chambre de combustion. En fait, c'est là où les deux, donc il y a l'oxygène liquide et le méthane pour pour le Raptor, en fait, se mélangent entre guillemets et créent une réaction chimique. Et en fait, donc là, je vais essayer de, donc je sais pas trop où elle se trouve là. Hein. Je sais pas si vous voyez ma souris. On la voit en plein milieu, on peut Oui. voir la turbine sur le côté gauche qui s'y incruste en plein Voilà. milieu de la section avec plein de fils. Donc là, c'est ici. Donc c'est vraiment l'endroit où, donc en fait, les deux, donc le comburant et le combustible. Alors je sais plus, j'ai plus le terme exact. Donc, oui, c'est ça, comburant, combustible. et le comburant et le combustible vont se mélanger, et ensuite, en fait, avec le mélange, en fait, ils vont retomber en fait dans la tuyère, donc ce gros truc que vous voyez ici, et du coup, en fait, s'éjecter et ensuite pousser la fusée. Donc en fait, les turbo, c'est ça, les turbopompes, c'est bien celle-là, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, Voilà. sur le côté gauche, si je ne m'abuse, Il est derrière- oui, là. on voit une des deux turbopompes Ouais. qui sert à alimenter. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, celle-là, mais il y en a deux. C'est vrai, ouais, il doit en avoir d'autres. Après, on voit pas tout. Mais donc voilà. Donc pour ceux qui, de toute façon, au pire, pour ceux qui sont un peu perdus sur le côté moteur fusée, j'essaierai de vous refaire une émission. On parlera de moteur, mais avec des schémas, parce que justement, quand on voit une coupe en fait de moteur, on comprend un peu mieux. Par exemple, s'il y en a qui sont qui sont à Toulouse et qui veulent aller à la Cité de l'Espace. Merci The Machine 150 pour le follow. Et on voit que l'alerte box est revenue, en tout cas. Et du coup, en fait, pour ceux qui peuvent aller à la Cité de l'Espace, il y a le... mince, il y a... Oh mince alors, le nom le Vulcain. Le Vulcain 1, en fait, de l'Ariane 5, qui est découpé. Donc un vrai moteur qui est découpé. En fait, vous pouvez voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Il y a même une simulation avec une vidéo projetée en fait sur le moteur. Et du coup, si ça vous dit de voir ça en vrai, je vous conseille d'aller à la Cité de l'Espace qui réouvre le 5 juin. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, et on en reparlera peut-être dans une autre émission, dans une prochaine émission. Donc voilà, merci Alexandre. Est-ce que tu veux donner ton avis sur Starship Qu'est-ce que t'en penses du Starship Est-ce que je parle du Starship? Exactement. Eh bien, alors pour être honnête avec vous, le Starship, alors moi bon, pour ceux qui connaissent sur le Discord, je suis un optimiste du Starship. Hein, j'espère vraiment qu'il volera, j'espère vraiment qu'il remplira ses attentes, parce que ce serait vraiment un game changer, comme on dit. Ce sera vraiment une très grande élévation de notre capacité à aller dans l'espace avec des grandes masses, et donc ça pourra ouvrir des voies que jusqu'à présent nous n'avons pas encore acquéries, et Ouais. ce serait donc vraiment incroyable. Cependant, je suis quand même conscient du challenge technique que ça va poser. On a vu justement pour le développement de Starship un développement très explosif, comme on pourrait dire. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses à planifier, beaucoup de choses à expérimenter, et puis surtout, il va falloir faire beaucoup de tests et beaucoup de qualifications. Donc, du coup, c'est sûr que le challenge technologique est immense, mais les conséquences et les enjeux sont tout aussi immenses. Donc, je vais rester optimiste quant au futur du Starship. Ok. Bah, je crois qu'on on a à peu près la même vision en fait. C'est vrai que, comme je disais, en fait, j'essaie de rester optimiste. En fait, c'est ça, faut un peu se laisser surprendre, je crois, par SpaceX, parce que c'est vrai que, comme je disais, avec la Falcon 9, avec le Star Hopper, on s'est fait surprendre, et je pense que ils sont capables de nous surprendre énormément avec le Starship. Donc, wait and see, comme j'ai tendance à dire, wait and see, et on verra bien. On verra ce que ça donne. Et puis après, juste avant de partir, je vais balancer un petit peu de sel, puisque tout à l'heure, nous parlions de la personnalité d'Elon Musk. particulière de M. Musk. Mais je tiens à préciser pour les auditeurs que pour moi, le héros de SpaceX, ce n'est pas Elon Musk, même s'il a fait beaucoup de choses qui peuvent être très louables et beaucoup de choses qui ne sont absolument pas louables. Je pense que pour moi, le vrai héros dans SpaceX, ce n'est pas Musk, c'est Madame Gwynne Shotwell, qui doit justement se le taper tous les jours et ralentir ses ardeurs tous les jours, et en même temps faire tourner une compagnie. Et ça, je pense que c'est très louable, et c'est pourquoi je soutiens quand même l'équipe de SpaceX, malgré la personnalité salée de patron. Voilà.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gwynne Shotwell, c'est la donc en fait Chief Operating Officer. c'est ça, donc c'est la directrice générale en fait, en l'équivalent en fait en français. Elon Musk est le PDG de SpaceX et elle est la directrice générale de SpaceX. Donc elle gère vraiment SpaceX et Elon Musk est le président, mais voilà, c'est Elon Musk. Et elle est vraiment à la tête de SpaceX. Ça fait vraiment, elle est ingénieure, hein, et je trouve ça dingue. Enfin, pour une femme américaine, je trouve, enfin, en tant que nana dans le domaine de la science, c'est plus vice-présidente, ouais, mais entre guillemets en traduisant, en dire entre guillemets, ouais, je sais pas si c'est vraiment vice-présidente, je sais pas trop, mais je pense que c'est un peu directrice. Je pensais plutôt genre chef, vraiment genre c'est un peu dans le nom, c'est chef des opérations. Oui, chef des opérations. Mais elle est quand même, ouais, elle est présidente, oui, chef des opérations de SpaceX. Je sais pas trop comment tu pourrais dire ça en Ouais, c'est compliqué, c'est chef des projets peut-être, ou responsable, directrice des projets. directrice des projets de SpaceX, ouais. Et bah, elle est vraiment en dessous d'Elon Musk, hein, dans la hiérarchie de SpaceX. Et moi, je trouve ça dingue, parce que bon, on sait que la place des femmes dans le spatial, c'est pas ouf, hein. Et moi, je trouve ça génial qu'une nana ingénieure dans le spatial, bah, finisse, bah ouais, vraiment comme présidente des chefs des opérations de chez SpaceX. Et je trouve ça vraiment dingue et je trouve ça génial parce que c'est très rare pour une femme dans le spatial d'être surtout à cet échelon, ouais. surtout à cet échelon, donc je trouve ça génial, voilà. Donc dans l'oreillette qu'apparemment elle serait à la fois présidente et COO de SpaceX. ouais, voilà, c'est ça. Et sinon, Jeremy Levis, je sais pas si c'est ça qu'on dit, il propose directrice opérationnelle. C'est vrai que c'est un assez bon rapprochement. Ouais. Alors, attends, hop, je vais repasser sur Starship, voilà. Mais ouais, c'est vrai que la pauvre, elle doit se taper les comment les sautes d'humeur d'Elon Musk. Mais voilà, enfin. Ce que je me dis, c'est ça doit être son job de le ralentir justement dans ses ardeurs. Dans ce qu'il dit, parce que oui, ouais. Quand il a proposé l'ITS en 2017 et qu'après on est passé sur le BFR qui était d'une taille beaucoup plus modeste, je pense qu'elle a eu, à mon avis, oui. Une certaine influence sur le design. Donc il y a Kofi qui dit COO, c'est directeur de l'exploitation en français. Ouais, merci Kofi. Je pense qu'on avait à peu près. Oui, de toute façon, on sait à peu près où elle se trouve, quoi. Il y a Elon Musk et il y a elle en dessous. Donc, en gros, elle fait des choses. Voilà, elle fait des trucs bien. Elle fait des trucs ouf, quoi. Exactement. Enfin, bref. S'il y a personne dans le chat qui veut venir poser une question à ma place. Alors, c'est vrai que si personne veut poser de questions, je vais finir ce live. J'ai pas mal monopolisé la parole sur les 10 dernières minutes. Ah non, mais t'inquiète, c'était super intéressant. Les gens étaient assez contents des explications. Je suis très contente que t'expliques justement cette différence entre le Merlin et le Raptor. Donc, s'il y a personne d'autre qui veut venir, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, j'ai juste vu passer dans le chat tout à l'heure, excuse-moi. Vas-y, t'inquiète. J'ai vu passer juste dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui se demandait ce qu'était quoi le mot stoichiométrique, parce que c'est vrai que je l'ai balancé tout à l'heure. Stoichiométrique, pour faire simple. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. Lorsque tu as une combustion entre un comburant et un combustible, donc quelque chose qui brûle et quelque chose d'oxydant pour le faire brûler, c'est la réaction chimique. On parle d'un rapport stoichiométrique lorsque, pour essentiellement exécuter la réaction chimique, c'est un peu comme une recette de cuisine, tu as autant de carburant que de comburant nécessaire. Tu as un mix essentiellement qui va te donner que des produits de combustion. Tu n'auras pas par exemple du carburant en trop ou du comburant en trop. Tu auras exactement la quantité de comburant qu'il faudra pour la quantité de carburant pour avoir ce qu'on appelle une combustion complète. C'est en théorie. En pratique, il y a toujours des petits problèmes. Mais c'est à peu près ça. Ok. Alors, il y a Libre Orbite qui me dit on peut avoir le lien du site où tu postes tes dessins. Alors, est-ce que tu parles de mes dessins Parce que moi, j'ai pas si c'est mes dessins, je les poste sur Twitter majoritairement, parce que je les poste pas sur mon blog. Faudrait que je fasse un lien dessin. Et ils sont majoritairement sur mon Twitter si ça t'intéresse. Après le Starship, je vais faire un black print. Je suis en train de le finir, il est bientôt fini. Et comme ça, je le mettrai en dispo en haute qualité s'il y a des gens qui veulent l'imprimer chez eux ou quoi que ce soit. Je ferai ça vite.
Donc voilà. Donc s'il y a personne d'autre qui veut intervenir, je pense que j'ai terminé ici. Si ça intéresse des gens, on peut, après le live, je vais rester sur Discord avec les gens de POC Science, où je vous explique justement ce qu'est POC Science. Donc connaissez-vous POC Science? Donc en fait, POC Science, on a un collectif de streamers qui font de la vulgarisation scientifique. Bon, moi, je suis plus de la vulgarisation spatiale. Donc il y a Corentin Buty qui fait la capsule. Donc tous les mercredis, il invite un professionnel du spatial qui parle de son métier. Il y a Alice au Pays des Étoiles, qui est une youtubeuse de l'espace intergalactique, qui fait du live gaming, tout ça sur Twitch. Il y a Dasaju qui est ancien astrophysicien, ancien data scientist, qui fait aussi du gaming, mais qui va pas trop tarder à faire plus de science. Il y a Collectif Conscience, il y a Robin de Tout se comprend et Tout s'explique. J'ai peur d'oublier des gens. Alors attends. Nous avons Edendal National. Il y a notre Edendal National, notre grand chef modérateur, qui est président du Lâche Jeudi Bordeaux. Du Lâche Jeudi, qui est la réunion de Space Geek qui se passe tous les derniers jeudis du mois. Normalement dans plusieurs villes. Donc là, en ce moment, vu que c'est le confinement, on le fait en ligne. Donc pour ceux qui s'intéressent, je peux mettre le lien ISS pour le Lâche Jeudi. Alors attendez, je vais faire ça. Je crois que je sais pas si c'est un lien permanent pour POC Science, parce que POC Science, pour ceux qui s'intéressent, normalement il y a le bot. Je sais pas s'il marche encore le bot. Sinon, en fait, il est en dessous du player. J'ai mis directement le lien POC Science pour ceux que ça intéresse. Vous avez juste à cliquer. Normalement, c'est un lien infini. Vous pouvez y aller si ça vous dit. Et je vous mettrai le lien ISS je le mettrai sur le Discord pour ceux que ça intéresse. Et je pense que on va s'arrêter là. Encore un grand merci Alexandre d'être intervenu. Merci aux personnes qui sont venues poser des questions. C'est très courageux de venir en live comme ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc un grand merci. Merci je vais me déconnecter du vocal. Je reviens après Alexandre. Bien sûr. Bah tout de suite. Merci encore. Et du coup, donc je disais donc merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci aux personnes qui ont sub, merci aux personnes qui ont follow. J'espère que la suite de l'aventure va vous plaire. J'espère que ce nouveau format vous a plu, malgré que j'étais un petit peu stressée. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des conseils pour améliorer un petit peu. C'est vrai que c'était pas un sujet facile, vu le nombre de... Enfin, j'ai passé quelques détails parce que sinon on était encore pour 2-3 heures. Et ouais, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, rendez-vous donc mercredi prochain. Alors quelqu'un avait demandé ma profession. Ah mince, pardon. Donc Alexandre, il est en prépa. Et moi, je suis étudiante en première année de génie mécanique. Parce que j'ai fait une réorientation, parce qu'à la base j'ai fait une licence d'anglais, et en fait je fais ça pour profession étudiant. Voilà, on est pour l'instant étudiant, hein. Et pour après peut-être rentrer en cursus ingénieur en alternance à l'ISAE Supaéro, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aérospatiale et l'aéronautique. Donc voilà. Et je suis étudiante à Toulouse, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc je disais pour la semaine prochaine, j'ai encore des questions avec du sel si jamais. Ah bah non mais non je finis. Au pire tu viendras poser la question quand au Discord après si tu veux gonfleur d'hélice. T'as tout le temps pour poser ta question. Wesh. Du coup je disais mercredi prochain rendez-vous pour le live. On fait une petite soirée sympa avec les gens de POC Science. Il y a peut-être un invité que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas encore, je ne confirme rien pour l'instant. Et du coup, on sera en live pour le lancement de la mission DM2, donc Demo 2, de la Crew Dragon de SpaceX, pour le NASA Commercial Crew, qui en fait ce sera le premier vol habité de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Qui ira vers l'ISS, donc qui emmènera 2 astronautes américains, donc Bob Behnken et Doug Hurley, donc
des anciens de STS, hein, des missions navettes. Du coup, voilà, donc c'est historique parce que ce sera le premier vol depuis 2011 qui enverra des astronautes américains depuis le sol américain. Donc ça s'est pas fait depuis 2011, depuis la fin du programme navette spatiale. Donc ouais, ça va être chouette, ça va être un moment historique. En plus, c'est SpaceX, donc c'est toujours sympa, hein, les vols SpaceX, hein, en live. Donc à bord d'une Falcon 9 et qui est parti, donc avec une petite Crew Dragon en haut. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Mercredi prochain, on vous prépare des petits trucs sympas, tout le tralala. Et donc il y aura également une nouvelle édition de Mission Control, donc vendredi prochain à la même heure. Et il y aura sûrement un canapé space avec Eric Botlander et Arthur de Space Oddity le samedi. Donc ça va être une semaine très chargée. Donc ouais, ça va être une semaine très spatiale. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et ouais, et moi je vous dis à très vite, à très bien, c'est-à-dire à mercredi, ou à tout de suite sur Discord pour ceux qui veulent. Et à la prochaine. Merci d'être venus, merci encore à tous, et à la prochaine. Bonne nuit.